Bon, on va peut-être pas faire une petite pause, il est 21h22. On va peut-être parler quand même d'un film qui nous a marqué, Jackie et moi. Ah qui oui, s'appelle le troisième film de J.C. Chandor, celui qui nous avait assez étonné avec son premier film, déjà avec une bonne maîtrise de l'économie dans Margin Call. Margin Call, ouais. Après le deuxième que je n'ai malheureusement pas vu, qui était All Is Lost, où là il s'attaquait à un film où il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, et c'est Robert Redford tout seul dans son voilier. Et là il s'attaque lui aussi, ça. All Is Lost, et là il s'attaque plutôt à un film de genre un peu gangster sans être gangster. C'est qui attribue film noir. On va dire voilà, film noir, mais dans son excellence, on va dire, hein, qui fait penser à James Gray, qui fait penser alors. Le réalisateur a bien dit que c'était beaucoup plus Sidney Lumet pour lui. Oui, ouais. Et c'est vrai qu'on est dans le New York. On peut y avoir des correspondances avec James Gray aussi. Ah oui, il y en a. Il y en a des correspondances. Je pense que la critique a tendance à voir un peu de James Gray un peu partout. Moi, je l'ai un peu vu quand même. Je l'ai un peu vu dans sa manière d'aborder les choses, un petit peu d'être du côté intime en fait des choses. Ça me fait penser à Gray. Mais après, effectivement, c'est quand même plus ancré. Il a son style aussi derrière. Il arrive à noyer son style. Donc c'est A Most Violent Year. Une des plus violentes années. Ce qui est assez paradoxal, c'est sorti le 31 décembre 2014 et peu de temps après, il y avait les attentats à Charlie Hebdo. Donc c'est vrai qu'il y a tout un rapport avec le titre et les événements actuels qui sont assez prémonitoires au final, presque. Voilà, donc rapidement l'histoire. Je sais pas si tu as le résumé sous toi parce que ça fait un petit moment. Après, elle est très très rapide l'histoire, mais donc c'est dans le New York des années 80, donc 81, exactement 1981 qui est pris. 81, ouais. Et donc en gros c'est le destin d'un immigré. Alors quelle origine déjà? C'est pas italien, pour une fois on prend pas les Italiens, on prend plutôt latino si je me trompe pas. Je crois qu'il est non, il est pas mexicain. Non. Mais c'est j'ai un doute, je crois qu'il est italien. Je sais plus du tout. Ouais. T'es sûr qu'il est italien? Moi, il me semblait que quand même c'était pas le monde italien qu'on prenait justement. C'était un peu. Ouais. Non. Je vais essayer de voir. En tout cas, voilà, c'est ce destin-là qui fait des affaires plutôt dans le pétrole et qui en fait. Dans le transport. Dans le transport. Mais il y a pas. Oui, après il y a une question de pétrole. Dans le transport et en gros, c'est un peu, on va dire, son apogée quoi. Mais il veut monter au plus haut niveau aux États-Unis sans être violent comme tout ce qui l'entoure. Qui veut garder une certaine morale, une certaine éthique. Voilà. 81 est une date aux États-Unis donc qui est marquée par une explosion de la violence, de la délinquance. Et au départ, on rentre dans le vif du sujet avec, on assiste tout de suite déjà à une sorte. Il veut acquérir en fait un terrain. Parce que compte tenu enfin, ça laisse entendre au fil du film que compte tenu de la montée de la violence qu'il y a à New York, ça a une incidence sur en fait sur la finance, non, sur la manière. On comprend que finalement le bout de terrain qu'il veut acheter, qu'il veut acquérir, c'est dans une zone assez assez désertique, mais stratégiquement hyper bien placé, positionné stratégiquement à côté des ports et tout ça. En fait, développer son activité. C'est ça. Il traite avec la communauté juive. Oui. C'est ça. C'est ça. Et donc il doit au départ, il verse un premier acompte. Il a un mois. Pour confirmer la compte. Pour donner la deuxième la deuxième partie, oui. La deuxième partie et sinon c'est passé ce mois cette possibilité de le terrain le terrain lui passera sous le nez. C'est quand même quelque chose de fondamental parce que dans le film il y a une course quand même quelque part parce qu'il va y avoir un événement qui va l'amener à ne plus pouvoir avoir la garantie d'apporter la deuxième caution et donc les événements vont s'enchaîner et vont monter de plus en plus. Et oui. Et lui... sans cela, on se retrouve un petit peu dans la thématique du film noir parce que le premier plan impulse déjà une trajectoire inéluctable. On sait qu'il y a quelque chose qui ne peut s'enrayer quoi. Il y a quelque chose de fatal qui va arriver et ça c'est propre au grand film noir. Moi je revoyais Les Formants de la nuit. Tu vois la première image, je sais pas si vous vous en souvenez, où vous avez le premier plan où il y a Richard Widmark qui dévale les rues, les escaliers comme ça, qui essoufflé, qui refait son lacet, et déjà ce plan-là dit tout en fait. C'est un plan où le personnage
donc un plan ascendant comme ça, et ça annonce la descente, la chute du personnage qui sera fatale jusqu'au bout, dans un Londres de plus en plus complètement. Et là le plan. Et là on a le premier plan, c'est un travelling arrière. Ouais. Ah oui, c'est ça, oui, c'est subjectif et après ça passe sur le travelling arrière. Qui est relayé tout au long du film, qui est relayé au cours de la. Les voitures. De la séquence où parce qu'il faut expliquer quand même. Là où la problématique va se poser pour le personnage qui essaye d'acquérir le terrain, c'est que dans le contexte rattrape en fait son désir d'expansion, c'est-à-dire que il est dans la société de transport de carburant et il se fait en fait, ces chauffeurs se font en fait voler attaquer et voler leur véhicule, leur cargaison. Ouais, leur cargaison. Alors ça laisse entendre qu'en fait c'est la concurrence qui essaye justement de s'approprier, etc. Donc lui il est excédé par ça parce que en plus il a un de ses chauffeurs qui se fait agresser avec lequel il a lié un lien très fort, qui est aussi un immigré comme lui. Il se fait agresser qui s'est fait agresser mais il veut garder quand même une certaine. Il veut pas lui recourir à la violence, donc il se bat pour essayer justement de pouvoir faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. À cela s'ajoute aussi quand même, il y a une histoire aussi il a une enquête sur lui qui est faite. Oui, en plus de ça, il a la justice qui déboule sur lui. Récits qui s'agglutinent et qui le prennent à la gorge et qui l'acculent. Et qui l'amène à ses rêves de grandeur se voit un petit peu s'amenuire. Et alors, donc, toute la question, c'est savoir comment il va réagir. Comment il va agir, comment il va réagir. Ce contexte qui l'étouffe et partagé par cette soif de réussir. Mais il faut pas. En plus, il y a le personnage féminin qui est le personnage féminin joué par Jessica Chastain, qui est Ana Morales. Alors le personnage principal s'appelle Abel Morales, donc c'est plutôt hispanique, je pense. Voilà, donc c'est une fille, hispanique, elle, d'un gangster. Et qui elle est une fille qui est justement d'un gangster. Donc elle a un rôle beaucoup plus à lui dire, mais soit un homme, soit voilà, tu y vas par les flingues, quoi. Et donc en fait, il est effectivement coupé entre sa décision de vouloir bien faire et de vouloir passer par les bonnes portes, et sa femme derrière qui le pousse à être justement de prendre les décisions les moins sages possibles. Et tout le film repose sur ce moment inéluctable qu'on attend tout le long du film. Et plus ça va, plus ça monte. Et c'est là où la qualité du film est très très forte, c'est que le suspense tient jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du film, on est à bout de souffle. Et de par la mise en scène de J.C. Chandor qui est juste, qui est pas poussive en plus, qui est ni poussive, qui est simplicité, mais simplicité classique. D'ailleurs, on peut l'appeler clairement classique, et qui sait juste mettre l'ambiance là où il faut, définir les personnages comme il faut, avec des petits gestes, avec des petits trucs, et aidé aussi par des comédiens. Quand même, Oscar Isaac et Jessica Chastain sont très très forts, tous les deux, vraiment, voilà. Jessica Chastain, moi ça m'a fait plaisir de la voir dans un autre rôle que mère au foyer. En fait, on avait un peu l'habitude de la voir là-dedans avec Tess Schechter, Tree of Life, un peu la mère au foyer, un peu classique. Là, elle fait un peu Bonnie and Clyde, quoi. Qui est intéressant, au départ, quand même, quand tu découvres le personnage, même dans sa manière de se conduire, dans la tractation qu'il a au début avec la communauté juive pour acquérir le terrain, quand tu entends qu'il y a un gars de la commission, alors il représente, c'est un district attorney, non, qui mène une enquête contre ses affaires parce qu'il y aurait de détournement d'argent. C'est ça, c'est Lawrence, il s'appelle. On va apprendre qu'il a lui aussi une ambition. Mais oui, c'est pas pour rien qu'il mène une enquête contre lui. Voilà. Alors c'est vrai qu'on se fait une image assez floue du personnage d'Oscar Isaac. On se dit, ouais, effectivement, il est dans la grande tradition du mec qui... Et puis finalement, il y a un basculement qui se fait. Et moi, c'est le traitement qui, petit à petit, la manière dont il dessine le personnage de la fille, qui est vraiment intéressante, notamment avec la scène du cerf. Oui. Ah bah oui. Et elle est fondamentale. Elle est fondamentale, elle est symbolique. C'est à ce moment-là où le film bascule et tu t'aperçois en fait une sorte de... C'est très shakespearien en fait, c'est dans Macbeth, Lady Macbeth, qui tire un petit peu les... Et c'est elle, tu te dis, t'aperçois, c'est elle qui finalement qui peut... qui est la force du couple, en fait. La force du couple, en fait. Alors tu te rends compte que c'est elle qui tient la culotte. Ouais. En fait, en vrai, c'est ça. En parlant vulgairement, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'en parler davantage, mais bon, à la fin, elle résonne en plus... Alors, on en parle, c'est difficile d'en parler. Non, parce que pas, j'aimerais bien voir si un jour j'arrive à le voir. Je pense que c'est la fin. Ceci dit, la balle qui percute le
La fin, c'est la citerne. Le plan de fin. Parlons du plan de fin. Le pétrole il est symbolique. Alors là, il est symbolique. Parce que ce qui est intéressant, c'est et sans cela, je trouve que ça rejoint un petit peu Margin Call quelque part. C'est un film de survie dans les deux. Margin Call, on essaye de survivre en faisant plus l'adversaire, et là, il essaye de faire survivre son entreprise. Mais ce qui est très bien, on a un petit peu le cheminement inverse. Autant Margin Call, c'était vu comme un film qui serait une sorte de radioscopie d'examen d'une assez bien documenté sur l'aspect économique d'une société, les magouilles, etc. Donc de cet aspect-là de ce film un petit peu documenté, on allait vers le thriller, le film de genre, tandis que là c'est le chemin inverse, sous couvert de faire un film de genre, il ouvre vers un discours très social et qui et autant et c'est intéressant parce que autant il montrait jusqu'où on était arrivé avec Margin Call, en fait un système qui explose. 81, c'est aussi une date donc peut-être la plus violente qui est connue de New York, mais ça correspond aussi, selon des économistes, au début des 80, c'est le capitalisme à outrance, c'est le début de la dérive, quoi. Donc c'est un bel écho, je trouve. Oui, je pense que oui. Avec deux approches différentes. Ouais. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la musique, qui s'immisce très très bien. Et justement, on en parlait un petit peu. Dommage que alors il a fait que 2 musiques. Il a fait All Is Lost et celle-là. Mais c'est dommage qu'il soit pas nominé aux Oscars justement, alors que Alexandre Desplat prend 2 nominations. Ça aurait été bien de laisser la place un petit peu aux nouveautés et enfin aux petits jeunes. Et je le vois pas ici. Merci Allociné. Mais je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, mais c'est dommage parce que la musique s'intègre parfaitement dans l'ambiance du film. Elle est sombre, elle est là sans être là. Et voilà. Après, moi, je vais lui mettre un tout petit bémol, mais je ne sais pas d'où il vient ce bémol qui lui ferait parvenir à un rang supérieur. C'est-à-dire que c'est un très très bon film. Ça fait du bien de voir ça au cinéma. Je trouve que c'est vraiment un film de cinéma. Oui, parce que tu disais ça frôle le chef-d'œuvre. Ça frôle le chef-d'œuvre, mais c'est pas, pour moi, il n'a pas la catégorie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas à le mettre en tant que chef-d'œuvre. Peut-être parce que justement, c'est des films qu'on a vus un petit peu avant avec Ciné Lumet ou autre. Peut-être c'est aussi ça. Peut-être parce que c'est un peu référencé, et peut-être c'est ce qui lui manque justement de ne pas être trop référencé. Je ne sais pas ce qui lui manque pour vraiment le qualifier de chef-d'œuvre en fait, parce que il a toutes les qualités d'un grand film en fait. Mais c'est un grand film, mais c'est pas un chef-d'œuvre pour autant. Mais est-ce qu'il y avait comme dans Margin Call, le deuxième j'ai pas vu, mais dans le traitement de la narration c'est comme une évidence, ça coule. Vraiment. Mais ça coule de source. La séquence de la poursuite avec la rupture de prévisibilité, je trouve, est géniale. Mais oui, mais en fait, c'est que J.C. Chandor, en l'espace de 3 films, il a compris, même dès le premier film, il a compris comment fonctionnaient des personnages au cinéma. Ils sont nuancés, ils sont tous nuancés ces personnages. Je sais pas comment est Robert Redford, mais je pense qu'il est nuancé, même s'il est tout seul dans un paquebot. Mais dans Margin Call, c'était ça le talent qu'il avait, c'était que ces personnages n'étaient pas tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire qu'il en faisait des traders, mais il mettait pas le trader tel que les gens peuvent l'imaginer, le gros méchant qui est derrière son... Non, il en faisait des êtres humains qui vont se coucher chez eux le soir et qui rentrent, qui ont une famille. Et c'était ça, c'est ça qui est intéressant chez J.C. Chandor, c'est qu'il fait pas des personnages manichéens, et il fait vraiment du cinéma dans la plus pure tradition cinématographique, celle qui nous manque un peu à l'heure actuelle, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre intéressante, quoi, ce qu'il nous offre là en 3 films, et qui nous donne envie de voir All Is Lost au final. Ouais, pour le coup, oui. Parce que c'est quand même un film de 90 minutes où ça parle pas, et pour un deuxième film, il faut oser le faire, quoi. Et c'est pareil, c'est un film qui avait été un peu galvaudé aux Oscars, d'ailleurs, je crois. Ouais. Il avait pas de chance, qu'il était sorti, je crois, quasiment simultanément avec Life of Pi, je crois. Il me semble. Hein. Peut-être aussi. C'est un sujet un petit peu. Et en fait, il est pas si jeune, J.C. Chandor. Il a commencé à 36 ans en fait à faire son premier film. Donc comme quoi, il faut peut-être avoir une certaine maturité avant de faire un premier long métrage. Il vient de la pub et du clip. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est qu'il faisait des pubs complètement classiques aux États-Unis. Ça ne se ressent pas dans son film. Oui, c'est marrant. Alors, je n'ai vu pas. que Margin Call, mais oui, ça se ressent pas du tout. Ça se ressent pas. Alors que chez Fincher, on pourrait le sentir, tu vois. Des fois, oui, des fois, il y a des tics qui restent. Donc voilà, et moi je voulais juste faire un petit truc, parce que quand j'ai vu le film, j'ai fait oula, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je suis sûr que vous vous en souvenez de Catalina Sandino Moreno, qui joue la petite amie du chauffeur, et que moi j'avais découvert, qu'on avait sûrement tous découvert dans La Mule. Vous vous souvenez de La Mule, la fille qui part du Mexique, qui doit mettre des trucs de drogue dans son ventre pour aller aux États-Unis. Eh ben c'était elle, et aussi dans un des courts-métrages. Ça fait si longtemps que ça?
Ouais, un des meilleurs. Et non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était un des meilleurs courts-métrages de Paris Je t'aime de Walter Sells, où elle part de chez elle et elle laisse son enfant à la crèche et elle fait tout Paris en métro pour arriver pour être nourrice dans une famille bourgeoise, et elle refait le chant au bébé de la famille qui l'emploie. Voilà. Et c'était la dernière fois que je l'avais vu. Et là, quand je l'ai revu, je fais elle m'avait manqué, Catalina. Voilà, bref. Mais Oscar Isaac, il me fait penser un petit peu c'est un peu le nouveau Andy Garcia. Hein. Il a ce côté Andy Garcia, ouais. Il a un air. Ouais. Mais c'est pas lui qui jouait dans mais après, avec Viggo Mortensen. Je sais plus, qui se passe mais dans les années 60 là, avec le couple qui est impliqué dans une affaire de. Moi, je l'ai vu dans Inside Llewyn Davis. C'était lui, Inside Llewyn Davis. C'est possible. The Two Faces of January, oui, c'est lui qui joue dedans. Okay, ouais. Et moi, je l'ai vu dans Inside Llewyn Davis des frères Coen. Voilà, c'est lui. Il avait le rôle principal. Ouais, où il a encore un tout autre rôle, mais c'est vrai qu'il a un petit air d'Andy Garcia. Oui, il fait partie de ceux qui sont en train d'éclater en ce moment là. Ouais. Mais ouais, pas mal de petits comédiens éclatent. Enfin, petit comédien, il est quand même plutôt. C'est Brad Pitt, hein. Non, mais c'est vrai, mais ça fait du bien. Il a 35 ans aussi, tu vois. Voilà, c'est des petits comédiens, mais qui sont pas tout jeunes. Enfin, pas tout jeunes, ils sont jeunes. Mais c'est pas les petits comme Shailene Woodley ou autres en ce moment qu'on peut voir et qui cartonnent aussi, ou Jennifer Lawrence. Bref, en tout cas, Jackie et moi. Film à voir absolument. Film à voir absolument. Dès qu'il sort en DVD, en ce moment, il passe plus sur Caen. Il est resté pas si longtemps que ça au Café des Images. Voilà, c'est juste une petite plainte que je fais là à la radio. 3 semaines, je crois qu'il est resté malheureusement, alors que c'est peut-être le meilleur film qu'on a passé pour le moment. Et voilà, donc dès qu'il est en sortie DVD, franchement, nous on peut que vous conseiller parce que non, maintenant c'est 4 mois. Donc il est sorti 31 décembre, donc ça va être plutôt en mai qui sera là ou en avril. Voilà, donc on vous le conseille. On va faire une petite pause avec le morceau qui s'appelle Kamarinskaya, c'est-à-dire Kezako. C'est Alexandre Desplat encore, désolé. D'accord, ok. Et toujours le même film? Grand Budapest Hotel. Ah, c'est Grand Budapest final. Eh ben on y va, ça va nous faire une petite pause et puis on se rejoint juste après pour Imitation Game. Ou tu veux parler d'une nouvelle amie? Non, plutôt Imitation Game, comme ça. Disons une nouvelle amie, je peux passer très vite dessus. Alors je peux aller très vite, on peut finir sur Imitation Game tous les trois. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on fera une nouvelle amie et vous finirez sur Imitation Game. Allez, à tout de suite avec Alexandre Desplat.